Nous sommes dans le pays de Charlotte Dibanda, pour ceux qui aiment de la musique. Nous sommes dans le pays également de Zembeleto pour les amoureux du sport, du football. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Chronique des BM à Douala, au Cameroun. C'est aujourd'hui que s'ouvre la première journée de ces grands forums annoncés depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo dans notre magazine Chronique des BM, un forum africain du droit des ressources naturelles organisé par l'Institut de matières premières qui a pour thème la pratique des contrats extractifs en Afrique face aux enjeux du développement. Mesdames et messieurs, je vous laisse donc suivre les interventions et on revient tout juste après. Le Bénédicte Monu et c'est moi, la voix de la presse africaine. Comme on est au Cameroun, welcome. Bienvenue, welcome. Merci, monsieur le directeur. Bienvenue à Douala, au Cameroun. Bienvenue à l'Institut de matières premières. Bienvenue dans cette très belle salle. Vous savez, ce programme vient ainsi résoudre un problème, celui de permettre, n'est-ce pas, aux Africains, aux pays africains, de disposer de juristes spécialisés, n'est-ce pas, qui peuvent leur permettre de défendre les intérêts des pays africains en matière de ressources naturelles. Et le thème de cette première édition est révélateur, car comme le révèle un certain nombre d'acteurs, effectivement, de matières premières en Afrique, c'est souvent au niveau des contrats que les pays africains rencontrent toujours. Spécifiquement ici, sont des ressources naturelles non renouvelables, à savoir les hydrocarbures liquides ou gazeux et les minerais. Les minerais, j'insiste là-dessus, je n'ai pas dit les mines solides et les mines liquides, j'ai dit les minerais. C'est une technologie qui nous a été servie. Mine solide, mine liquide. Moi, je ne la valide pas. Une mine, c'est le gisement, c'est le site. Un gisement ne peut pas être liquide ou bien solide. C'est la minerai extraite qui peut être soit liquide, soit solide. C'est pour ça que moi je parle des mines ou bien du minerai. Et ces minerais dont il est question ici sont des minerais qui sont courtisés par l'ensemble des grandes puissances. L'ensemble des grandes puissances. Et dès le lendemain des indépendances, les États africains, chacun à son tour, chacun à sa manière, a conquis son indépendance. Sauf que, parmi les textes qui ont accompagné cette indépendance, il y a eu une déclaration de 1962. Cette déclaration a affirmé le droit des peuples sur leurs ressources naturelles. Le droit des peuples sur leurs ressources naturelles. Et dans ce texte, qu'on ne présente pas suffisamment, il est dit là-dedans que tous les États, toutes les nations, toutes les communautés ont le droit de propriété, ont le droit de décider des modalités de recherche, d'exploitation, de transformation et de vente. La finalité étant la même, participer au développement intégral de l'ensemble des populations de chaque État. Nous étions dans les besoins. Aucun de ces n'est venu.
le pays a besoin des infrastructures. Vous avez des ressources. Vous voulez trouver ces ressources-là et nous sommes incapables de transformer ces ressources potentielles et naturelles en richesse. Alors, les Chinois sont venus, ils ont fait l'offre. Ils disent non, laissez-moi avec mes moyens, j'entre dans la bourse, dans la forêt, j'ai pas des terres rares, comme vous l'avez dit, sans problème de les voir, j'amène ça en Chine, et moi, en contrepartie, je vous construis des hôpitaux, des routes, des écoles, et nous, on a dit que nous n'avons rien. Rien, nous sommes incapables de pouvoir développer. Nous avons accepté. C'est un contrat citoyen, nous avons des règles prévues parmi les gens qui avaient des responsabilités. J'avais contribué dans l'élaboration du code minier, ça violait même. Et lorsque nous regardons le code minier dans la plupart des pays africains, nous avons fait la gestion au Nigeria, à Guinée équatoriale et Guinée-Conakry. Et nous c'est la Banque mondiale en fait, qui nous a dit vous voulez mon accompagnement, vous voulez voilà le modèle. Et après, vous voyez que c'est elles qui viennent. Ce sont ces pays occidentaux qui viennent, même s'il y a des pays asiatiques, mais c'est des contrats, donc des modèles conçus par les occidentaux pour leurs bénéfices. Évidemment, les orientaux comme les Chinois, les autres en profitent, mais c'est vraiment un modèle qui ne nous permet pas de nous développer. Mais puisqu'on n'a pas de choix, c'est pourquoi moi je voudrais comprendre quel est ce modèle que nous pouvons mettre en place sans pour autant faire fuir les capitaux, mais nous permettre aussi à atteindre l'objectif, mais dans d'autres terres. C'était ça en fait la question que je pose. Et aujourd'hui, quand nous avons vu, nous avons quand même des routes. On a quand même des routes. Même si on n'a pas eu vraiment fait beaucoup, mais on a eu quand même les pays qu'on ne pouvait pas avoir des ressources. Merci beaucoup. Si je m'en tiens, n'est-ce pas, de l'avis des participants, mais aussi de l'ambiance qui prévaut, je pense que pour cette première journée, c'est une réussite. Toutes les communications qui étaient prévues, n'est-ce pas, ont eu lieu. Tous les participants, que ce soit ceux en présentiel ou en distanciel, ont été présents. Et même les communications en distanciel ont été faites. Je pense que c'est une première journée réussie. Et je crois que pour le reste, ce sera la même chose. Voilà, alors un mot à tous les Africains qui vous suivent. Hein? Oui, c'est une première expérience. Je pense que, comme nous l'avions dit ce matin, ce forum c'est pour les Africains. Et donc, nous attendons les recevoir à la prochaine édition, que ce soit à Douala au Cameroun, que ce soit à Kolwezi en RDC, que ce soit à Brazzaville au Congo, que ce soit, n'est-ce pas, à Bamako au Mali. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci. Alors, Excellence Louis Bichiki, vous venez de prendre part à ces forums. C'était aujourd'hui l'ouverture de ces forums. Alors, vous représentez aujourd'hui valablement les parlements congolais, vous représentez aujourd'hui la RDC. Nous voudrions avoir vos impressions de cette première journée. Oui, les impressions sont très bonnes. C'est vraiment important dans cette sens que nous avons aujourd'hui notre économie dans la plupart des pays africains repose sur les ressources naturelles. Mais il y a un paradoxe que nous avons toujours décrit, c'est que les ressources naturelles ne profitent pas à la population. Les ressources naturelles ne sont pas transformées en richesse. Et l'une des causes, à travers les exposés qu'on a suivis ce matin, c'est la technique d'élaboration des contrats. On a illustré le cas comme chez nous, les contrats de concession, c'est-à-dire que nous négocions mal les contrats. Et lorsque le contrat est mal négocié, même son exécution pose problème. Il y a des solutions ici qui ont été envisagées, des techniques nouvelles, comment éviter les
type de contrat que nous signons aujourd'hui qui ne profite pas à la population. On a cité les cas par exemple de la Libye, de l'ex-Libye, de Kadhafi bien sûr, puisque vous êtes la Libye étrangère, de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui sont des pays qui ne nationalisent pas seulement, mais qui, à travers les conventions qu'ils ont, ils privilégient d'abord les entreprises nationales et ils ne recourent qu'à l'expertise extérieure, étrangère, pour renforcer les entreprises nationales. Aujourd'hui, vous représentez la RDC, vous représentez... alors, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir changer les paradigmes avec tout ce qui s'est passé? La RDC avait déjà signé certains contrats. Y a-t-il moyen de changer les paradigmes afin de pouvoir booster le développement des pays africains, surtout la RDC en particulier? Oui, c'est possible, puisque lorsque ça a réussi ailleurs, en utilisant ces techniques nouvelles, nous pouvons aussi les appliquer chez nous. Et puisque le type de contrat que nous utilisons aujourd'hui, c'est un type de contrat qui ne profite que malheureusement aux entreprises extractives étrangères. Il est temps qu'un pays comme la RDC, qui regorge beaucoup de ressources naturelles et dont le budget prend à 80% du secteur de ressources naturelles, nous devons envisager des techniques aujourd'hui qui pourraient déjà, dès la signature des contrats, qu'on puisse voir comment ces contrats-là seront ficelés. Même le Cameroun, ici, on a vu même ici au Cameroun, là où nous sommes dans ce forum important, des modèles de ces contrats-là qui pourraient, mais il faudrait maintenant l'adapter à la RDC. Je pense que c'est possible. Il faudrait aussi renforcer notre administration fiscale, mais aussi on pense aussi à la sécurité. On a pas vu pendant les débats pourquoi, par exemple, lors de la signature de l'accord de paix et contre le minerai, envisager par exemple la mise en place d'une force spéciale. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec le professeur qui va bien se présenter lui-même, qui nous a vraiment parlé de contrats, les contrats administratifs en Afrique. Alors, nous saluons tout suivi sa brillante intervention. Alors, nous voudrions un peu l'avoir justement pour quelques minutes, question de pouvoir résumer son intervention et répondre à d'autres questions. Alors, bonjour professeur. Bonjour. Pour ceux qui vous suivent, vous êtes qui? Je suis le professeur Atangana, maître de conférence en droit public, expert sur les questions énergétiques et minières. Je suis par ailleurs responsable du master professionnel et de la licence sur en droit des ressources naturelles à l'université de Douala, qui est située en Afrique centrale. Aujourd'hui, l'Institut des matières premières a organisé une rencontre sur le forum des ressources naturelles. Dans ce forum, il m'a été demandé de faire une intervention sur le contrat extractif. À travers l'exploration de cette thématique, nous avons pu démontrer que le contrat extractif s'analyse aujourd'hui dans un contexte de crise. Et cette crise est symbolisée par le paradoxe qu'il y a entre l'existence des contrats comme instrument juridique dans la législation dans les États africains au sud du Sahara, comme au Maghreb. Et le paradoxe vient du fait que, malgré l'existence de 10 contrats, il existe des remises en cause, il existe des crises sociales, il existe les crises politiques, il existe des guerres, il existe des conflits. Il y a donc un véritable souci au niveau de l'articulation substantielle de ces contrats. Et c'est ce souci qui est le fléau aujourd'hui qu'on cherche à conjurer. Et la compréhension de ce fléau nous a permis de travailler sur deux paradigmes: la richesse substantielle des contrats extractifs et la pertinence, la densité des éléments formalistes. À travers ces deux angles, nous avons pu démontrer que le contrat, même s'il n'est pas le seul instrument de valorisation des ressources naturelles, garde ce nombre de potentialités que l'Afrique peut reconfigurer, que l'Afrique peut se réapproprier pour valoriser ses ressources naturelles, pour le bien de ses enfants, pour le bien de ses États et pour le bien de la postérité tout entière. Alors, cher professeur, comment voyez-vous l'Afrique dans les jours qui viennent avec cette grosse problématique des contrats extractifs?
l'Afrique, dans les années à venir, va continuer à garder sa place. C'est-à-dire cette place, c'est le réserve, la grande réserve des ressources naturelles. Et cette réserve, dont le cœur est le golfe de Guinée, va continuer à garder son pôle d'attraction. Et cette attractivité doit être accompagnée par des outils juridiques aptes, des outils juridiques de pointe et surtout une jeunesse formée pour pouvoir se saisir et protéger aux droits des peuples sur les ressources naturelles telles qu'énoncées par les grandes conventions internationales en la matière. Voilà. Donc j'avais vraiment suivi les professeurs lorsque vous aviez parlé surtout de la formation de jeunes, parce qu'aujourd'hui nos jeunes se forment dans plusieurs choses, parfois ils sombrent, cette jeunesse sombrie. Alors vous aviez vraiment, j'ai aimé là où vous avez dit, il faudrait qu'on retrouve des jeunes qui font le droit minier, les droits miniers, les droits monnaies, je ne sais pas vous. Vous êtes professeur d'université. Alors qu'est-ce que vous proposez à l'enseignement de l'Afrique, de toutes les universités, pour les jeunes qui adhèrent fraîchement à l'université? Les jeunes doivent être des amoureux de l'innovation scientifique. Et l'amour de l'innovation scientifique, en ce qui concerne les champs disciplinaires que sont le droit, consiste à explorer de nouveaux champs disciplinaires qui intègrent les aspects liés aux ressources naturelles. Et ces nouvelles disciplines, c'est quoi? C'est le droit des ressources naturelles, c'est le droit de l'eau, c'est le droit du climat, c'est le droit de la sécurité, c'est le droit des énergies. Et nous pensons que les jeunes ont non seulement la force pour s'y consacrer, mais ils ont également le nombre pour pouvoir suppléer à l'ensemble des carences qui sont soulevées par ici ou par là lors des générations qui nous ont précédés. Mais vous êtes le professeur d'université, c'est à vous de proposer les matières, c'est à vous de stimuler la jeunesse. Parce que quand vous nous enseignez vraiment la même chose là, on va faire un cercle vicieux, on restera dans ces cercles vicieux. Mais lorsque vous venez avec des nouveaux enseignements, vous ne voyez pas que vous allez donner un coup de pouce à cette jeunesse. Vous avez votre part de responsabilité. En ce qui me concerne, je suis pèlerin de cette innovation en créant, dans le cadre de notre géographique, un certain nombre d'enseignements qui sont nouveaux. Des enseignements de droit des énergies, des enseignements de droit de l'eau, des enseignements de droit minier et les enseignements de droit des hydrocarbures. Merci beaucoup, cher professeur. Je crois que nous aurons demain des professeurs à long et à large parce que vous sentez qu'il y a de la matière. Hein. Merci également à toute la jeunesse de l'Afrique en général et particulièrement à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Innover, allez-y plus loin. Il y a plusieurs facultés, plusieurs manières d'apprendre afin de pouvoir amener le développement en Afrique et en République démocratique du Congo. Je suis Diala Breda, doctorante gabonaise en droit privé Cameroun. Et je travaille dans la protection des intérêts, l'exploitation, particulièrement pour l'exploitation du sous-sol. Alors aujourd'hui, c'était le deuxième jour de ces grands forums qu'a organisé l'Institut de matières premières. Alors vous, étant que doctorante, étudiante en droit, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces forums vont apporter particulièrement pour vous? Premièrement, pour moi, c'est une première. Et déjà, c'est une première édition des institutions, de cet institut. Mais ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir encore voir de manière plus spécifique, déjà pour nous qui faisons le droit de manière générale. Et on parlait de la pratique des contrats. Et aujourd'hui, pour ce deuxième jour, on a parlé de la typologie des contrats extractifs. Et je me suis rendu compte qu'il y a une panoplie, on peut le dire, une kyrielle de contrats, en dehors du contrat d'exploitation par lesquels nous pensons et nous voyons tous les jours. Il y a également ces contrats-là qui sont davantage encore cachés, camouflés dans l'ingénierie, la construction, même dans l'exploration. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est lorsque nous avons parlé des mécanismes de gestion, des mécanismes de production de ces contrats. Et on se rend compte que dans nos États, il y a déjà des contrats qui avaient déjà été conclus depuis fort longtemps, depuis des années. Je me présente modestement. Je suis l'enseignant Mpounou Bokali Cyril. Je suis attaché à plusieurs établissements. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sortons donc d'une conférence portant donc sur les contrats extractifs en Afrique. Et c'était la deuxième journée dont les thèmes abordés ont porté sur la typologie des contrats donc extractifs, les mécanismes de production et de gestion des contrats extractifs. Et nous avons terminé par une séquence très animée portant donc sur l'exécution des 10 contrats et le règlement donc des différents qui découlent donc effectivement des litiges liés à ces contrats. J'interviens dans le cadre donc de la suite et la sortie
de ce panel. Alors, je suis très ravi que vous m'adressiez cette question parce que ça pose effectivement 3 autres questions que nous pourrons dire secondaires. Étant donné que diplomatie économique, ensuite l'utilisation que nous pouvons faire des matières premières dans cette cadre de diplomatie économique, et enfin, qu'elle participera donc à pays africains. Chaque dirigeant ou chaque élite ou bien chaque ensemble donc des personnes qui dirigent ces États ont à cœur d'assurer le bien-être de leur population et s'appuient donc sur ce que la nature ou sont capables donc effectivement de faire de la nature. Ça peut donc se traduire par cet élan de nationalisme. Défendre donc mon territoire, défendre ma population, défendre mon État. Ce qui, en Afrique, a été porté à exacerbation et que nous désignons sous le terme d'égoïsme national. Donc vous avez une conception de l'Afrique, nous faisons tous partie d'un continent, mais chacun a en soi la jalousie dans le sens où je suis quand même ressortissant d'un territoire et je veux que ce territoire puisse donc émerger ou puisse donc prospérer. Et souvent au détriment donc de mes voisins. Il est vrai que nous puissions constater également la présence de communautés économiques régionales qui sont des regroupements, donc effectivement sur une base de proximité donc frontalière, que nous avons hérité de l'organisation qui était consacrée en 1963 à Addis Abeba, à l'OUA, et qui a été donc effectivement renouvelée à l'UA en 2001. Mais il se trouve effectivement que ces 10 regroupements donnent une vision qui dépasse la notion de territoire. Et que ces 10 donc, CER, associés les unes les autres, participent donc au développement tout entier du continent. Pour répondre à votre question, effectivement, ce qui nous a gênés, c'est un défi, c'est pas encore ça, c'est que penser d'abord à soi, avant de penser donc effectivement à autrui et de penser à quelque chose qui est plus grand que lui. Voilà donc ce qui était à déplorer. Mais par la ZLICAF, les pays africains ont compris qu'il était important effectivement de développer d'abord des liens entre eux, basés non pas simplement sur l'évocation d'un passé révolu, selon lequel nous sommes originaires du même terre. C'est une évidence, nous vivons tous dans le même espace. Mais il était important effectivement de nous inscrire dans la réalité. Qu'est-ce qui contribuerait à cette proximité? Et l'un des moyens, au-delà de la culture, c'est de l'économie. Échanger, effectivement, des biens, des services, permettre que les gens circulent. D'où la notion de ZLICAF. Et nous espérons que la ZLICAF, c'est un premier pas, parce que si nous nous inspirons, effectivement, de la doctrine, en termes d'intégration, ce n'est que la première étape. Alors, très bien. Nous pouvons donc, effectivement, nous inspirer du Hubert Ballassa, économiste hongrois, qui, dans une démarche en 5 étapes, nous donne les clés pour réussir une union politique, ce qui est à souhaiter pour le continent. Nous, en Afrique, nous avons fait le premier pas, qui est donc la ZLICAF, la zone de libre-échange. Deuxième étape, c'est l'union douanière. La troisième, c'est le marché commun. La quatrième, c'est l'union économique et monétaire, pour terminer enfin vers l'union politique. Et à chaque degré, donc, vous avez un certain nombre d'actions à poser. Dans le cas de la ZLICAF, on a abaissé les tarifs douaniers. Dans le cas donc de l'union douanière, ça veut dire que nous constituons effectivement, tout en conservant nos frontières, l'adoption d'un tarif que nous pratiquons pour nous-mêmes et pour l'extérieur. Dans le marché commun, au-delà donc effectivement de l'application d'un tarif douanier extérieur valable pour des produits, des marchandises et des biens qui ne sont pas africains, nous allons commencer à harmoniser nos politiques. Ça existe déjà au niveau des communautés économiques régionales, où les différentes communautés économiques régionales, la CEAC, la SADC, l'Union du Maghreb, la CEDEAO, ont déjà des corps législatifs qui, donc, effectivement, ont préséance sur les lois nationales dans un certain nombre de domaines. Dans le marché commun, c'est surtout limité dans un certain nombre de secteurs qui visent à promouvoir la libre circulation des biens, des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Quand vous accédez à l'union monétaire, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous décidez de reconnaître l'utilité pour vous d'avoir une union monétaire qui s'appuie donc sur l'érection d'institutions qui émettent la dite monnaie. Vous mettez en place ici des institutions qui décident donc effectivement de l'utilité donc de la monnaie, de l'emploi de la monnaie, et son corollaire, c'est l'union économique. Ça veut dire effectivement que vous décidez ensemble des politiques économiques qui vont irriguer donc la voie vers la prospérité. Et la dernière étape, au-delà des institutions qui existent dans l'Union africaine, c'est que, au-delà de ces institutions comme la conférence des chefs d'État et des chefs de gouvernement, du Parlement africain, vous mettez en place des institutions dites centralisées. Vous ne reconnaissez plus effectivement à chaque pays sa souveraineté en tant que tel, vous passez à la supranationalité, ça veut dire que vous décidez désormais d'un Parlement unique africain, vous décidez effectivement de la désignation d'un président africain,
et l'organe de cour de justice qui va donc arbitrer différents litiges qui peuvent naître dans la compréhension des lois. Ça, c'est le stade le plus ultime. Et je pense que vos générations, vous souhaitez donc y parvenir. Donc, en nous inspirant de ces économistes hongrois, vous voyez donc de manière consécutive, de manière graduelle, en posant un certain nombre d'actes qui sont des accomplissements, nous tendrons vers l'unité donc politique africaine. Je répète, la ZLECAf n'est que la première étape. C'est une zone de libre-échange. Ce qui suit, c'est l'union douanière. Après, le marché commun. Par la suite, union économique et monétaire. Et pour finir, la tant souhaitée union donc politique. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre avec nous les interventions si brillantes de chaque panéliste de cette première journée du Forum africain organisé à Douala, en République du Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous avec nous les samedis à 17h20 sur Numérica Télévision, également sur notre chaîne YouTube Focus Hydrocarbures officiel. Alors, Béni Moni, c'est moi, la diva de la presse africaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.